Donc bonjour, bienvenue à cette conférence de Stéphane Lavignac. Donc Stéphane, il a fait sa thèse en fait ici à l'IGCILAB, qui n'est pas encore l'IGCILAB, sur les problèmes de hiérarchie de masse dans les modèles supersymétriques. Ouais, c'est ça. Il a eu l'occasion de visiter Bonn et le CERN pendant de courts post-doc, et il a rejoint le CEA, à ce qui est donc l'Institut de physique théorique, en tant que chercheur CNRS détaché. Et sa spécialité, c'est le modèle standard et au-delà, donc la physique théorique du modèle standard et au-delà, donc notamment les problèmes d'asymétrie matière-antimatière et la génération de la masse des neutrinos, neutrinos dont il va nous parler aujourd'hui. Moi, pour l'anecdote, j'ai connu Stéphane à la fin de ma thèse, quand je commençais à me poser des questions, thèse expérimentale, quand je commençais à me poser des questions théoriques sur l'oscillation des neutrinos dans la matière. Et il a été assez aimable pour passer 3 ou 4 heures de son temps à m'expliquer des choses que j'ai, je pense, à peine compris à l'époque. Mais donc j'espère qu'il aura la même pédagogie pour vous aujourd'hui. Et je lui laisse la parole. Merci pour cette introduction et merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous donner un panorama qui ne sera pas exhaustif parce que c'est très vaste de la physique des neutrinos. Je vais commencer en introduction par présenter les grandes caractéristiques donc, des neutrinos qui sont donc des particules élémentaires, mais un peu différentes des autres. Tout d'abord, elles ne sont pas présentes dans la matière ordinaire, contrairement par exemple aux électrons, mais on en trouve absolument partout dans l'univers. Ils sont produits par les étoiles, par les centrales nucléaires, par la Terre, par notre corps, à travers la radioactivité naturelle. Et les plus abondants sont les neutrinos fossiles du Big Bang. Donc, pour donner un chiffre, notre corps est traversé par 1 million de milliards de neutrinos par seconde. Autre particularité, ce sont les seules particules de matière ou fermions qui sont dépourvues de charge électrique. Et pour cette raison, ils interagissent très faiblement. Il est donc extrêmement difficile de les détecter. Et il a fallu attendre 1956 pour les détecter, alors que leur existence avait été prédite en 1930. Alors, pour donner encore un chiffre, sur 1 milliard de neutrinos solaires qui traversent la Terre, moins d'un interagit dans la matière de la Terre. Ils n'ont pas donc de charge électrique, ils ne sont sensibles qu'à l'interaction faible, qui est responsable de nombreuses désintégrations nucléaires et de réactions nucléaires, et de désintégration de particules. Des réactions nucléaires comme la radioactivité bêta ou les réactions qui ont lieu au cœur des étoiles. Autre particularité, par rapport aux autres fermions, ils sont extrêmement légers. La masse de l'électron le plus lourd est 1 million de fois plus petite que celle de l'électron. Comme pour les autres fermions, il y a 3 espèces de neutrinos, on parle de familles, et ces différentes espèces de neutrinos se transforment les unes dans les autres au cours de leur déplacement. On parle à ce sujet d'oscillation. Enfin, dernière particularité, comme ils sont dépourvus de charge électrique à la différence des autres fermions, ils pourraient en principe être leur propre antiparticule, c'est-à-dire être des fermions de Majorana. C'est d'ailleurs une question ouverte auquel on essaie de répondre par des mesures. Dernier point important dont je ne parlerai pas ensuite dans cet exposé, mais qu'il faut mentionner, c'est que du fait justement que les neutrinos interagissent très peu, ils peuvent parcourir de grandes distances dans l'univers sans être déviés par des champs magnétiques ou sans interagir avec le milieu ambiant. Donc ça en fait d'excellentes sondes de l'univers, des astres lointains, des phénomènes violents comme les explosions de supernovae, et ça donne lieu à tout un domaine qui est extrêmement vaste, qui s'appelle l'astronomie des neutrinos, et dont je n'aurai pas le temps de parler dans cet exposé. J'ai dit donc que les neutrinos étaient des particules élémentaires, donc je suis désolé pour les physiciens des particules, mais comme l'auditoire est a priori plus vaste, je vais dire quelques mots du modèle standard de la physique des particules, et en particulier donc des constituants élémentaires. Ils sont représentés ici dans ce tableau, il n'est pas nécessaire de tout regarder. Comme j'ai dit tout à l'heure, les constituants de la matière existent en 3 familles. La première famille constitue la matière ordinaire, et les deuxième et troisième familles sont constituées d'éléments plus lourds qui sont produits par interaction des éléments de la première famille et qui sont en général instables, sauf pour les neutrinos. À droite, il y a les quarks qui sont confinés à l'intérieur. Donc, alors pour la première famille, les quarks up et down qui constituent le proton et le neutron. Mais je vais surtout m'intéresser ici aux leptons, c'est-à-dire à l'électron que nous connaissons bien, le lepton chargé de deuxième famille qui s'appelle le muon, qu'on a observé dans des
rayons cosmiques, et celui de la troisième famille, qui est le tau. À chacun de ces électrons chargés est associé un neutrino avec lequel il interagit par interaction faible. Donc, le neutrino qui interagit avec l'électron s'appelle neutrino électronique. Il est dénoté par nu ici. Le neutrino qui interagit avec le muon s'appelle neutrino muonique, NuMu. Et celui qui interagit avec le tau s'appelle neutrino tauique. Les neutrinos sont quasi stables en pratique. C'est pour ça qu'ils ont été entourés sur cette image. Comme je l'ai dit, il y a des neutrinos absolument partout dans l'univers. Et on a ici une représentation un petit peu simplifiée du flux donc, de neutrinos en fonction de leur origine et en fonction de l'énergie. Les plus abondants sont les neutrinos reliques du Big Bang. On a ensuite tout de suite de neutrinos, ceux qui sont produits par le soleil, ceux qui sont produits par les explosions de supernovae. Ici, il y a ceux de la supernovae 1987A qui a explosé dans le grand nuage de Magellan. Ici, on a ce qu'on appelle les neutrinos de supernova reliques, c'est-à-dire ceux des explosions précédentes de supernovae, des antineutrinos terrestres qui viennent de la radioactivité naturelle, les antineutrinos produits par nos réacteurs nucléaires, les neutrinos atmosphériques qui sont produits par les collisions des rayons cosmiques avec l'atmosphère, et enfin les neutrinos cosmiques. Donc, vous voyez, il y a une grande variété de neutrinos avec des énergies et des abondances très différentes dans l'univers. Je vais suivre au début, en tout cas, un fil historique. Donc, pour rappeler tout d'abord que l'existence du neutrino a été postulée par Wolfgang Pauli en 1930. Et la raison pour laquelle il l'a faite, c'était pour sauver le principe de conservation de l'énergie. À l'époque, on connaissait la désintégration bêta, dans laquelle un noyau se désintègre en neutrino plus léger en émettant un électron. Et à l'époque, on pensait qu'il n'émettait qu'un électron. Si c'est le cas, l'énergie de recul du noyau fixe étant négligeable, la conservation de l'énergie implique que l'énergie de l'électron devrait être déterminée. On devrait avoir un spectre discret, alors qu'on mesurait un spectre continu. On pensait à l'époque qu'on devrait observer un spectre discret, alors que voici le spectre de l'électron, on observait à la place un spectre continu. Donc, il y a des gens qui se mettaient à supposer que peut-être l'énergie n'était conservée qu'en moyenne, et Pauli a proposé, lui, ce qu'il appelait une solution désespérée, c'est d'introduire une nouvelle particule, supposer l'existence d'une particule neutre, qui était mise avec l'électron dans la désintégration bêta, mais qui n'est pas détectée. Elle partage donc avec l'électron l'énergie disponible dans la réaction. Cette particule a été baptisée neutrino par Enrico Fermi en 1933. Donc voilà pour la naissance, si j'ose dire, du neutrino, ou du moins sa proposition théorique. Ensuite, il s'agit de le détecter, et la théorie de Fermi permettait de faire des calculs de sélection efficace de neutrinos et montrer qu'elle devait être très faible. Pour compenser cette faible interaction, il fallait une source importante, très intense de neutrinos, et donc les expérimentateurs se sont placés près de réacteurs nucléaires qui sont sièges de nombreuses désintégrations bêta. Le processus utilisé pour détecter ces antineutrinos de réacteurs, c'est la désintégration bêta inverse. Antineutrino plus proton donne positron plus neutron. Le positron s'annihile avec un électron et donne un premier flash lumineux. Le neutron est capturé par un noyau qui se désexcite en émettant des photons, et donc ça donne un deuxième flash lumineux quelques secondes après. Après des tentatives infructueuses, les neutrinos ont enfin été détectés en 1956 par Renz et Cowan, et ça leur a valu un prix Nobel. Je pense que Cowan est décédé et Renz a eu le prix Nobel donc en 1995 pour cette découverte. La deuxième découverte importante, c'était de se rendre compte qu'il n'y avait en fait qu'il n'y avait pas un seul neutrino, pas une seule espèce de neutrino. Donc là, comme on détecte les neutrinos, les antineutrinos produits par les réacteurs nucléaires viennent des interactions bêta, et ce sont donc des neutrinos électroniques. En 1962, donc, une deuxième famille de neutrinos a été découverte à Brookhaven, à partir donc d'un faisceau de neutrinos produit par un accélérateur de particules. Comment a-t-on su que c'était un neutrino différent du neutrino électronique? Parce qu'en le faisant interagir dans le détecteur, ces neutrinos ont produit des muons au lieu de produire des électrons. Ce n'étaient donc pas les mêmes que les neutrinos des réacteurs, et ce sont en fait des neutrinos muoniques. Ça a donné lieu à un deuxième prix Nobel en 1988 pour Schwarz, Lederman et Steinberger. Finalement, je vous ai dit qu'il y avait une troisième famille de neutrinos, le neutrino tauique, qui a été découverte en 2000. Après la découverte des neutrinos,
les physiciens sont intéressés à d'autres sources de neutrinos que les réacteurs nucléaires, et en particulier des sources naturelles, comme le Soleil et les rayons cosmiques. Alors, le Soleil est un exemple intéressant parce que on savait que, ça a été notamment calculé par Hans Bethe en 1939, que l'énergie du Soleil et des autres étoiles provenaient de réactions nucléaires responsables de la fusion de l'hydrogène en hélium. Voici le spectre, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle la chaîne PP, dont le bilan peut se résumer à cette réaction. 4 protons donnent un noyau d'hélium, plus 2 positrons de neutrinos électroniques. Ce sont des neutrinos électroniques qui sont produits et d'énergie sous forme de photons. Donc, le Soleil produit, en plus de produire des photons, produit des neutrinos électroniques. Et le flux de neutrinos électroniques provenant du Soleil a été prédit par l'Américain John Bacall dans les années 60. Il ne restait plus qu'à les détecter et vérifier si on observait bien le flux prédit. L'expérience a été menée par l'Américain Ray Davis. C'est une expérience qui a duré de 1968 à 1994. Et c'est une expérience radiochimique dont le principe était de détecter les neutrinos solaires à travers la réaction suivante. Neutrino électronique plus chlore donne électron plus argon. Ensuite, on collectait les atomes d'argon et on les comptait pour vérifier qu'on obtenait bien on avait bien observé des neutrinos électroniques. Alors, ça a effectivement marché. Les neutrinos électroniques ont été observés, ou plutôt le résultat de leur interaction, mais on n'a pas confirmé les calculs de Bacall, c'est-à-dire seulement un tiers des neutrinos attendus ont été observés. Sur cette photo, on voit une partie de l'expérience Olmsted, donc une cuve de détergent qui contient une grande quantité de chlore, et on voit Ray Davis qui se baigne dans l'eau qui entoure le détecteur pour le protéger des neutrons. On a parlé donc à ce sujet de déficit des neutrinos solaires, le fait qu'on en observe moins que ce qui était prévu. Et ce déficit a été confirmé ensuite par d'autres expériences. J'en parle au passage parce que d'autres expériences de type radiochimique dans les années 90, Galex et SELS, j'en parle parce que les équipes françaises ont été impliquées dans Galex. Et puis plus tard, une expérience Kamiokande, puis ensuite Super Kamiokande, basée sur notre principe de détection, c'est un détecteur Cherenkov-Hao, et tout ont observé un déficit de neutrinos solaires. Ceci a conduit le physicien italien Bruno Pontecorvo à proposer une explication pour ce déficit de neutrinos solaires. En 1968, il a émis l'hypothèse que les neutrinos se transformaient d'une espèce dans l'autre. On parle aussi de saveur, le nombre quantique électron, muon, tau. On parle aussi de saveur, donc par un mécanisme qu'on appelle les oscillations. Cependant, il y a eu pendant longtemps beaucoup de scepticisme. D'une part, on pouvait se demander si les prédictions des modèles solaires étaient vraiment robustes, et d'autre part, on pouvait aussi avoir des doutes sur la mesure expérimentale. La conclusion a été apportée par l'expérience SNO, Sudbury Neutrino Observatory au Canada. La solution, c'est évidemment de ne pas détecter seulement les neutrinos électroniques, mais pour vérifier l'hypothèse qu'ils avaient aussi dans d'autres espèces de neutrinos, de mesurer les autres espèces de neutrinos, c'est-à-dire le flux total de neutrinos provenant du Soleil. C'est ce qu'a fait l'expérience SNO dont je parlerai tout à l'heure. En attendant, je vais faire une petite digression sur les oscillations de neutrinos et montrer quelques équations, puisque c'est un exemple assez simple d'application de la mécanique quantique qu'on peut expliquer assez facilement. Ça permet d'expliquer en quoi consiste une expérience d'oscillation aussi. La première étape, c'est de produire un neutrino dans un pur état de saveur, c'est-à-dire soit un neutrino électronique, soit un neutrino ionique, par exemple, dans un processus électrofaible, par exemple la désintégration d'un pion chargé en muon et neutrino muonique. Donc à l'instant t égale 0, le neutrino est un pur neutrino muonique et c'est une superposition cohérente d'états propres de masse nu1 et nu2. Donc c'est ça l'idée de base, c'est que les neutrinos sont massifs, ont des masses différentes et les états propres de masse ne coïncident pas avec les états propres de saveur. La deuxième étape, c'est la propagation. Chaque
état propre de masse va évoluer avec sa propre phase E puissance moins I UIT. Comme ils ont des masses différentes, ils ont des énergies différentes. Par conséquent, le neutrino à l'instant T ne va plus être la même superposition cohérente d'état propre de masse. Donc, ça va modifier la superposition cohérente, ce qui fait que quand je vais observer, troisième étape, ce neutrino dans un détecteur, je ne vais pas retrouver nécessairement la même saveur, c'est-à-dire qu'il va y avoir une probabilité, au sens quantique du terme, d'observer le neutrino qui a été produit comme neutrino muonique comme un neutrino électronique. Et donc, je contracte le quête et le bras comme on fait en mécanique quantique pour obtenir une amplitude de probabilité. Je prends le carré du module et j'obtiens la probabilité d'oscillation qui peut se mettre sous cette forme. Après, je passe des étapes complètement inintéressantes qui tiennent juste compte du fait que les neutrinos sont ultra-relativistes et j'obtiens une probabilité d'oscillation, c'est-à-dire probabilité pour un neutrino de saveur alpha d'être détecté après une distance L comme neutrino de saveur bêta qui a cette forme. Une amplitude qui est donnée par le sinus carré de θ, donc d'un angle θ qui est en fait celui qu'on appelle angle de mélange, qui contrôle la superposition cohérente d'états propres de masse égale à chaque état propre de saveur. Et on a une fréquence d'oscillation ici, ou une longueur d'oscillation, qui est donnée par l'énergie du neutrino divisée par delta m carré, où delta m carré est la différence des carrés des masses des deux états propres de masse. Voici donc on a ici donc une sinusoïde, l'origine du nom d'oscillation. C'est donc cette probabilité ou la proportion de neutrinos électroniques qu'on observe au cours de la propagation du neutrino, donc en fonction de la distance L. Donc voilà pour la dérivation mécanique quantique de cette probabilité d'oscillation. Un petit mot rapide pour dire que ce calcul donne le bon résultat, mais est un petit peu simplifié, puisqu'on a traité les neutrinos comme des ondes planes, et je ne l'ai pas montré, mais on a supposé qu'ils avaient tous les trois états, deux dans cet exemple, deux états propres de saveur avaient les mêmes impulsions. Ce n'est pas le bon traitement. Le bon traitement, c'est de travailler avec des paquets d'ondes, ayant un paquet d'ondes associé à chaque état propre de masse avec une impulsion moyenne PI. Et on peut montrer que sous des conditions de cohérence appropriées au moment de la production et la détection du neutrino, et en négligeant la décohérence due à la séparation des paquets d'ondes au cours de leur propagation, ça c'est une très bonne approximation, sauf pour des neutrinos qui se sont propagés sur des distances cosmologiques, mais en tout cas pour les expériences que l'on fait, c'est une très bonne approximation. Et bien, quand ces conditions sont satisfaites, et elles le sont en pratique dans les expériences de physique des neutrinos, la formule d'oscillation qu'on a dérivée en mécanique quantique est valable, sans avoir à faire ce genre d'hypothèse. Donc voilà pour la probabilité d'oscillation et son origine. Revenons donc à la mise en évidence des oscillations de neutrinos. On commence à entrer maintenant dans les résultats expérimentaux qui ont valu le prix Nobel de 2015 à Kajita pour Super Kamiokande et McDonald pour l'expérience SNO. Et en fait, alors que les neutrinos solaires étaient bien avancés, c'est des neutrinos atmosphériques qui est venue la première confirmation des oscillations. Donc on avait un phénomène similaire à ce qui se passait pour les neutrinos solaires, c'est-à-dire un déficit qui était apparu dans les années 80. On pouvait calculer le flux de neutrinos atmosphériques, donc des neutrinos et antineutrinos électroniques et muoniques produits par les collisions de rayons cosmiques dans l'atmosphère. Et puis, on comparait avec ce qu'on mesurait, on trouvait un déficit. L'expérience décisive, ça a été l'expérience Super Kamiokande au Japon. Elle a été décisive parce qu'elle a, et je vais montrer peut-être ça tout de suite, elle a montré un déficit plus grand pour les neutrinos montants que pour les neutrinos descendants, c'est-à-dire un déficit plus important pour les neutrinos qui ont parcouru une grande distance avant d'atteindre le détecteur. Donc, regardons un petit peu ça. On a ici la Terre entourée par son atmosphère, le détecteur est ici, et on mesure l'angle d'arrivée donc des neutrinos dans le détecteur, donc l'angle zénital, et on représente la distribution des neutrinos électroniques et muoniques, en fait c'est neutrinos et antineutrinos, en fonction de l'angle zénital.
Donc ici, vous avez en fait cos θ. Cos θ égale 1, c'est θ égale 0. Ce sont les neutrinos qui viennent juste de l'atmosphère au-dessus du détecteur. Ils ont donc parcouru une très courte distance et ils n'ont pas eu le temps d'osciller. Cos θ égale moins 1, c'est le contraire. C'est ceux qui ont traversé toute la Terre avant d'atteindre, qui ont été produits aux antipodes et ont traversé toute la Terre avant d'atteindre le détecteur. Donc ici, à gauche, on a les neutrinos de type électronique. À droite, les neutrinos de type muonique. En orange, vous avez la prédiction en absence d'oscillation. Les points de données, comme d'habitude, sont des points noirs avec les incertitudes. Et vous voyez clairement que pour des neutrinos qu'on dit descendants, c'est-à-dire qui ont très peu, parcouru une très faible distance, c'est en accord avec la prédiction. Par contre, pour les neutrinos montants, ceux qui viennent des antipodes, il y a un énorme déficit. Ça a été vraiment considéré comme la confirmation des oscillations. Donc, on a ainsi établi que on n'observe pas d'oscillation, en tout cas pour les nuées. On a un bon accord avec les prédictions. Par contre, les neutrinos muoniques ont oscillé en une autre espèce, et comme ce n'est pas des nuées, cette distribution n'était pas modifiée, ils ont oscillé en neutrinotoïques. Je dis quelques mots sur la technique de détection. C'est un détecteur Cherenkov-Fao, c'est-à-dire que le principe, c'est que les neutrinos, en interagissant dans le détecteur, vont produire par l'interaction faible le lepton chargé associé. Les nuées vont produire un électron, les numus vont produire un muon, qui se propage à une vitesse proche de la lumière, donc plus rapidement que la lumière dans l'eau. Et donc, ils émettent un cône de lumière Cherenkov qui est détecté par les photomultiplicateurs qui tapissent la cuve de Super Chemical. Donc ça a été vraiment décisif dans le secteur des neutrinos atmosphériques, et ça a été la moitié du prix Nobel de 2015. L'autre moitié a été pour le porte-parole de l'expérience SNO au Canada, Arthur MacDonald. Le principe est aussi un détecteur Cherenkov, mais cette fois-ci à eau lourde, donc on a du deutérium à la place de l'hydrogène. Et l'intérêt d'avoir du deutérium, c'est que ça permet de mesurer séparément le flux des neutrinos électroniques. Donc, ce sont des neutrinos électroniques qui sont produits dans le Soleil, et le flux total, nuée plus numu plus nuto. Le flux de neutrinos électroniques, il vient de cette réaction qui produit un électron qui n'est possible donc que pour les neutrinos électroniques, alors que le flux total est mesuré par cette réaction de dissociation du deutérium par diffusion d'un neutrino, qui est possible pour les trois types de neutrinos, et chacun contribue de manière équivalente à ce processus. Donc en mesurant ce processus, on mesure le flux total. Et en 2001, SNO a annoncé ses premiers résultats. Il confirme qu'ils observent moins de neutrinos électroniques que prédit, que prédit par les modèles solaires. Et par contre, le flux total de neutrinos, quand on prend en compte aussi les numéros nuto, le flux total de neutrinos solaires est en accord avec les modèles solaires. Ils ont fait d'une pierre deux coups et établi que les neutrinos électroniques en présence du Soleil avaient oscillé en neutrinos muoniques et toïques. Alors, je vous ai parlé d'oscillation tout à l'heure. Je vais peut-être faire un petit aparté, puisque jusqu'à présent, on a parlé d'oscillation, ce qu'on appelle des oscillations dans le vide, c'est-à-dire que les neutrinos ne se propagent pas dans un milieu matériel. En réalité, dans le Soleil, les neutrinos sont produits près du centre et doivent traverser tout le Soleil avant de s'en extraire. Et le phénomène qui explique le changement de saveur, c'est plutôt, en tout cas pour les neutrinos de haute énergie, ceux qui sont mesurés par SNO, les neutrinos solaires de haute énergie, des conversions adiabatiques de saveur. Alors, je vais dire quelques mots là-dessus. Pour ça, je vais devoir parler de la propagation des neutrinos dans la matière. Donc, qu'est-ce qui change par rapport au vide? Eh bien, les neutrinos, par l'interaction faible, vont interagir avec les électrons, les protons et les neutrons du milieu, et ça va modifier leurs paramètres d'oscillation. C'est-à-dire que l'angle de mélange θ dans le vide va devenir un angle de mélange de la matière, θm, et delta m carré sur E est remplacé par la différence des niveaux d'énergie dans la matière des états propres du hamiltonien, si on veut, qu'on appelle E2m et E1m pour les deux états propres d'énergie. Un point important est que ces paramètres d'oscillation dépendent de la densité de la matière, plus précisément la densité d'électrons.
Et si on a un milieu de densité constante, la formule d'oscillation prend exactement la même forme que dans le vide, en remplaçant simplement les paramètres d'oscillation dans le vide par les paramètres d'oscillation dans la matière. Et comme je disais, cet angle de mélange dans la matière dépend de la densité d'électrons du milieu. Et il y a un phénomène intéressant qui se produit, c'est qu'il existe une densité résonante. Lorsque la densité est égale à cette densité résonante, cet angle de mélange est maximum, le sinus carré de θ est égal à 1, quelle que soit la valeur de l'angle de mélange dans le vide. C'est ce qu'on appelle la résidence MSW pour ces inventeurs, Mikheyev, Smirnov et Wolfenstein. Alors, pour que cette résonance puisse avoir lieu, une condition doit être satisfaite sur le signe sur les paramètres d'oscillation dans le vide, delta m carré fois cosinus de θ. Donc, pour avoir cette résonance pour les neutrinos, il faut que delta m carré cos de θ soit positive. Et pour avoir la condition de résonance pour les antineutrinos, il faut que delta m carré cos de θ soit négatif. De sorte que quand les oscillations des neutrinos sont amplifiées par cette résonance, ou quand on est proche de cette résonance, eh bien pour les antineutrinos, c'est le contraire. Leurs oscillations sont réduites par rapport à ce qu'elles seraient dans le vide. J'ai parlé d'un milieu de densité constante. Dans le Soleil, évidemment, la densité n'est pas constante. Elle est extrêmement élevée au centre et elle diminue de plus en plus jusqu'à ce qu'on quitte le Soleil et qu'on arrive dans le vide. Donc, dans un milieu de densité variable, les niveaux d'énergie et l'angle de mélange dans la matière vont dépendre de la position. Mais en pratique, l'évolution du neutrino, on peut montrer que l'évolution du neutrino est adiabatique, c'est-à-dire qu'il a le temps de s'adapter aux constantes de propagation, au changement de densité du milieu. Et si un neutrino est produit dans un niveau d'énergie donné, un état propre de l'énergie donnée dans la matière, il va rester au cours de sa propagation dans le même état propre d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste dans le même état propre d'énergie, mais la composition en termes de saveur de neutrinos de cet état propre d'énergie va changer puisqu'elle est contrôlée par l'angle de mélange de la matière qui dépend de la position. Donc ici, j'ai représenté ce qui se passe pour les neutrinos solaires de haute énergie, ceux qu'on observe dans Super Chemicals ou dans SNO. Pour ces neutrinos, on a ce qu'on appelle le phénomène de level crossing, c'est-à-dire qu'on passe d'une densité électronique au centre du Soleil qui est beaucoup plus grande que la densité résonante et ensuite elle diminue au fur et à mesure. Et ici, on a l'évolution des états propres de l'énergie dans la matière. Donc ça, c'est le E2, le niveau d'énergie plus élevé, et E1. Donc il se trouve que les neutrinos que l'on observe à SNO ou Super Chemicals sont produits dans ce deuxième état propre d'énergie. Ils vont rester sur le même niveau d'énergie jusqu'à ce qu'ils quittent le Soleil. Et par continuité, ils vont se retrouver dans l'état propre d'énergie dans le vide, c'est-à-dire l'état propre de masse nu2, qui est un mélange de nu-E, nu-mu et nu-tau. Donc c'est ainsi qu'en partant, en produisant des neutrinos électroniques au centre du Soleil, on sort du Soleil avec une combinaison de nu-E, nu-mu et nu-tau. C'est ce qu'on appelle les conversions de saveur adiabatique, et c'est connu aussi comme effet MSW, et c'est ça qui est à l'origine des transformations de saveur des neutrinos solaires. Quelques mots pour dire, donc avec Super-Incandescent, on pouvait considérer qu'on avait bien établi le fait que les neutrinos oscillent. Il y a eu ensuite des confirmations venant d'autres expériences, je ne vais pas m'attarder, ça c'est une expérience qui utilise des réacteurs nucléaires au Japon. Je cite juste la découverte, parce que ça impliquait aussi des équipes françaises, avec l'essence double chaud, la découverte d'un nouveau canal d'oscillation d'amplitude plus faible, ce sont des oscillations à courte distance d'antineutrinos de réacteurs, et donc ça a été établi par l'excellence d'Ayabe en Chine, Renault en Corée, et avec une contribution de double chose en France. Tout à l'heure, nous avons parlé d'oscillation à deux saveurs. Nous savons qu'il y a en fait trois saveurs de neutrinos, neutrinos électroniques, muoniques et tauiques, donc trois états propres de masse. Et les oscillations des neutrinos doivent donc être décrites par, vous avez vu que c'est les différences de carré des masses qui interviennent. Donc avec trois masses, on a deux différences de carré de masse. Une delta m carré de 1 qu'on appelle solaire parce qu'elle contrôle les oscillations des neutrinos solaires, et une delta m carré de 3,1 qu'on appelle atmosphérique parce qu'elle contrôle
les oscillations des neutrinos atmosphériques. On a 3 angles de mélange, θ1, 2, θ2, 3, θ1, 3, et aussi une phase dont je reparlerai tout à l'heure, puisqu'elle va jouer un rôle important, et les expérimentateurs cherchent à la mesurer. La seule chose que je vais dire ici, c'est que le delta m carré atmosphérique, disons, est beaucoup plus grand que le delta m carré solaire, c'est-à-dire qu'on a des oscillations, disons, dominantes et sous-dominantes, par exemple, si on a un faisceau de neutrinos uniques d'accélérateur. Ça va jouer un rôle tout à l'heure dans ce que je vais raconter tout à l'heure. Il y a quand même une chose, donc on a mesuré, déterminé expérimentalement ces angles de mélange et ces différences de masse au carré, mais il y a une chose qu'on n'a pas déterminée encore, c'est le signe de delta m carré 3. Delta m carré 3 peut être positif ou négatif, c'est compatible avec les mesures actuelles, et ça donne lieu à 2 spectres différents. Lorsque delta m carré, ce delta m carré est positif, on parle d'ordre normal des masses des neutrinos, et lorsqu'il est négatif, d'ordre inverse. Ordre normal, ça veut simplement dire que ça, c'est le spectre des masses M1, M2, M3 des neutrinos, que le delta m carré le plus grand, le delta m carré le plus petit, le delta m carré solaire, est dû à la différence des carrés de masse des 2 neutrinos les plus légers. Pour l'ordre inverse, c'est le contraire, le delta m carré solaire est dû aux différences des carrés des masses des 2 neutrinos les plus lourds. Donc c'est une incertitude qui reste sur le spectre des neutrinos. Et le moment est venu donc de faire un bilan de ce que nous avons appris avec toutes ces expériences. Donc on a appris que les neutrinos oscillent. On a vu que ce n'était possible que s'ils avaient des masses, et des masses différentes. Il faut que delta m carré soit non nul. Ce n'est pas un petit résultat en fait, parce que le modèle standard de la physique des particules, tel qu'il a été construit, prédit que les neutrinos n'ont pas de masse. C'est-à-dire que pour décrire les oscillations de neutrinos, il faut le modifier, le compléter. Donc le modèle standard n'est pas une théorie complète, il faut la physique au-delà du modèle standard. Et ça, on le sait de toute façon déjà, parce qu'il y a d'autres faits observationnels qui ne sont pas expliqués par le modèle standard, comme la matière noire ou la symétrie matière-antimatière de l'univers. D'un point de vue plus pragmatique, nous avons appris énormément de choses avec ces découvertes, mais nous ne connaissons pas encore toutes les propriétés des neutrinos. Et il y a de nombreuses expériences en cours et futures qui essaient de répondre à ces questions. Premièrement, je viens juste d'en parler, quel est l'ordre des masses des neutrinos? Quelle est l'échelle de masse absolue des neutrinos? Les oscillations ne contraignent que la différence des carrés des masses. Quelle est la masse absolue des neutrinos? Les neutrinos oscillent-ils comme les antineutrinos? Je vais en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui est lié à la violation de la symétrie CP, dont on ne sait pas si elle existe dans le secteur des leptons. Et enfin, les neutrinos sont-ils leurs propres antiparticules? Alors, faisons le tour de toutes ces questions. Pour l'ordre des masses des neutrinos, un moyen de l'établir, c'est de faire appel aux effets de matière dont j'ai parlé précédemment. J'ai dit que, typiquement, quand les neutrinos se propagent dans un milieu de densité constante comme la croûte terrestre, et c'est le cas si vous avez des expériences d'oscillation à très grande distance, plusieurs centaines de kilomètres, votre faisceau de neutrinos va traverser la croûte terrestre, et ça va affecter ces oscillations. Donc, comme j'ai dit, suivant le signe de delta m carré 3,1, donc suivant qu'on a l'ordre normal ou inverse, on parle aussi d'hiérarchie quelquefois, hiérarchie normale ou inverse, les oscillations des neutrinos vont être amplifiées, ou bien c'est celles des antineutrinos qui vont être amplifiées. C'est représenté ici schématiquement sur un schéma très simplifié, mais qui montre, en fait, c'est le rapport de la probabilité d'oscillation anti-nu-nu-nuée sur les oscillations nu-mu-nuée en fonction de la distance. Donc, quand vous êtes sur cette partie de la courbe, on va commencer par l'ordre normal, ou la hiérarchie normale. Vous êtes sur cette partie de la courbe, il y a plus d'oscillations de neutrinos que d'antineutrinos. Et quand vous êtes à la hiérarchie inverse, vous êtes sur la partie de la courbe. Donc, en principe, on peut, avec ce type d'expérience à très grande distance, comme l'expérience Dune, alors ce sont des expériences qui sont en construction, Dune aux États-Unis avec une distance de 1300 km et une participation française, et Hypercamiocande au Japon, il y a aussi une participation française
où la distance est de 295 km. Je mentionne en passant, mais je ne vais pas m'attarder, qu'il y a une autre méthode pour permettre de déterminer l'ordre des masses des neutrinos qui utilise des réacteurs nucléaires qui étudient les oscillations des neutrinos de réacteurs, mais sur de grandes distances. C'est l'exemple de Juno en Chine, dans lequel il y a aussi des équipes françaises qui sont impliquées. Je vais maintenant passer à l'échelle absolue de masse des neutrinos. Il y a essentiellement deux types d'expériences qui vont nous renseigner dessus. Il y a la cosmologie et les mesures cinématiques dans la désintégration bêta. Sur la cosmologie, en fait, on sait que la cosmologie, les données cosmologiques, par exemple, la distribution des grandes structures, le rayonnement cosmique de fond, contraignent énormément de paramètres. Et parmi les paramètres qui contraignent, ils contraignent la somme des masses des neutrinos. La raison étant que si les neutrinos avaient des masses de l'ordre de l'électronvolt ou plus grandes, ils se comporteraient comme de la matière noire chaude, ils affecteraient la formation des grandes structures de l'univers, c'est-à-dire qu'on observerait moins de petites structures dans l'univers que ce qu'on observe. Donc, comme ce n'est pas le cas, eh bien, il faut que les neutrinos soient une petite composante de la matière noire et donc ça donne une bande supérieure sur leur masse. Ça, c'est la bande actuelle. La somme des neutrinos est plus petite que 0,12 électronvolts, donnée donc par Planck. Et suivant les données qu'on utilise, on peut même obtenir des limites un peu plus fortes. Et ce que les expériences futures de cosmologie vont faire, c'est qu'elles vont réduire fortement cette limite au point qu'elles seront capables de trancher entre l'ordre normal, dire si la hiérarchie des masses des neutrinos est normale ou inverse, et peut-être de mesurer cette somme des masses. Deuxième type d'expérience, c'est des expériences cinématiques, donc essentiellement faites avec la désintégration bêta du tritium, et qui utilisent le fait que si vous regardez la fin du spectre d'énergie des électrons bêta, vous allez obtenir une distorsion s'ils sont massifs. En rouge, vous avez la fin du spectre bêta pour un neutrino de masse nulle, et en bleu pour un neutrino qui aurait une masse d'un électronvolt, ce qui est déjà incompatible avec les limites cosmologiques, mais juste pour illustration. C'est une mesure extrêmement difficile parce qu'il y a un très faible nombre d'événements dans la fin du spectre. Et l'expérience leader dans ce domaine, c'est l'expérience Catherine en Allemagne, qui a donné la limite supérieure sur une masse qui est, bon, en fait, une moyenne pondérée des masses, mais disons, ça donne une limite de 0,8 électronvolts et qui va s'améliorer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Catherine ne sera pas capable de tester autre chose que une région des masses des neutrinos où les neutrinos sont quasi dégénérés et qui est déjà un peu en tension avec la cosmologie. Les expériences futures approcheront la zone représentée en rouge ici, qui est celle de la hiérarchie inverse, donc si l'ordre des masses des neutrinos est inverse. Voilà donc pour l'échelle absolue de masse des neutrinos. Donc j'en viens à l'évaluation de la symétrie CP dans les oscillations. Donc la symétrie CP produit une transformation de parité et d'une transformation de charge qui revient à échanger les particules avec les antiparticules. On sait que la symétrie CP est violée dans le secteur des quarks. C'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps. Avec dans le secteur des kaons, par exemple, ça a été mesuré il y a déjà longtemps. Et par contre, dans l'électron secteur, on ne l'a pas encore observé. Dans le secteur des leptons, on ne l'a pas encore observé. Et la manière dont ça se manifesterait si la symétrie CP était violée dans le secteur des leptons, c'est par des probabilités d'oscillation différentes pour les neutrinos et les antineutrinos. C'est-à-dire que si on regarde la probabilité d'oscillation à conditions identiques, évidemment, énergie et distance d'oscillation, il faut que ce soit la même, bien entendu, pour les neutrinos et les antineutrinos, on trouve une probabilité différente d'oscillation de nu en nuée, d'antinuée en antinuée. Alors en pratique, pour que cet effet soit observable, il faut aller à de très grandes distances d'oscillation, la raison étant que
c'est un effet, un peu comme dans le secteur des quarks d'ailleurs, c'est un effet qui est lié au fait qu'on a 3 familles de neutrinos et qu'il faut que les éléments soient sensibles aux oscillations sous-dominantes gouvernées par ce delta m carré dit solaire qui gouverne les oscillations des neutrinos solaires. Et donc, pour ça, il faut faire des expériences à très grande distance, oscillations à très grande distance. Et les expériences idéales pour ça, c'est les expériences futures Dune et Hyperkamiokande dont j'ai déjà parlé. Alors, on a déjà quelques premiers indices, alors pas suffisants pour conclure, ça demande confirmation bien entendu, de l'existence T2K qui est aussi Japon à la même distance que Hyperk. Hyperk, c'est juste T2K en plus gros, et qui a observé un excès d'événements dans le mode neutrino, oscillation nu-muée, par rapport au mode antineutrino, nu-bar en nu-bar. Donc, s'ils ont pu... oui, j'ai oublié de dire que la violation de CP est contrôlée par une phase qui intervient dans le mélange leptonique. Et ce que T2K peut dire actuellement, c'est que la conservation de CP, qui correspond à une phase égale à 0 à pi, est exclue à plus de 90% d'intervalle de confiance. Ça, c'est le qui carré en fonction de la phase delta. En bleu pour l'ordre normal et en orange pour l'ordre inversé. Donc, c'est un premier indice auquel on croit. Je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas de raison de penser que la symétrie CP n'est pas violée dans le secteur des leptons, mais ça demande confirmation par Dune et Hyperkamiokande. Voilà donc pour les questions faciles, entre guillemets, dont on est certain qu'elles vont trouver une réponse expérimentale dans les décennies à venir. Il y a des questions plus fondamentales qui sont encore ouvertes et qui sont plus difficiles. Alors, la question de savoir si les neutrinos sont des fermions de Majorana ou pas. La question de l'origine des masses des neutrinos, je vous ai dit qu'elle n'est pas expliquée par le modèle standard. Il faut ajouter quelque chose au modèle standard. Pourquoi les neutrinos sont-ils aussi légers comparés aux autres fermions, comparés aux neutrinos par exemple? Et est-ce que les masses de neutrinos jouent un rôle dans d'autres faits inexpliqués par le modèle standard, comme par exemple la symétrie matière-antimatière de l'univers? Alors, je vais dire quelques mots donc sur les neutrinos Majorana. Qu'est-ce qui distingue un neutrino de Dirac d'un neutrino de Majorana? Ce qu'on appelle un neutrino de Dirac, c'est un neutrino qui est exactement comme les autres fermions, comme les électrons par exemple. C'est-à-dire qu'il est différent de son antiparticule. Et donc, il décrit 4 degrés de liberté. En physique des particules, on parle plutôt de chiralité. Mais pour les physiciens des autres domaines, disons plutôt neutrino spin-up, spin-down, antineutrino spin-up, spin-down, ou délicité, disons positive ou négative. Ces deux notions sont les mêmes pour des neutrinos relativistes, ce qui en pratique est le cas des neutrinos qu'on observe. Un neutrino de Majorana, par contre, est sa propre antiparticule, donc il ne décrit que 2 degrés de liberté. Le neutrino gauche, donc on prend à gauche comme on veut, comme chiralité ou hélicité gauche, et l'antineutrino droit. Comment distinguer les deux cas? On ne peut pas le faire malheureusement avec les oscillations. La raison, c'est que les neutrinos de Dirac et de Majorana, en fait, ont les mêmes interactions faibles, interagissent de la même manière à travers l'interaction faible, puisque l'interaction faible, en fait, ne fait intervenir que le neutrino gauche et l'antineutrino droit, qui sont présents pour les neutrinos de Dirac comme pour les neutrinos de Majorana. On ne peut pas dire s'ils viennent d'un neutrino de Dirac ou de Majorana. Et comme les expériences d'oscillation font appel à des processus faibles, enfin d'interaction faible, la production et la détection des neutrinos, eh bien, on ne peut pas distinguer un neutrino de Dirac d'un neutrino de Majorana avec des expériences d'oscillation. La seule différence, en fait, qu'on peut manifeste, disons, entre les neutrinos de Dirac et de Majorana, c'est leur terme de masse qui viole le nombre leptonique dans le cas de neutrino de Majorana, puisque le neutrino
de Majorana est sa propre antiparticule, donc vous ne pouvez pas lui assigner un nombre leptonique. Normalement, le neutrino devrait avoir un nombre leptonique +1 et l'antineutrino un nombre leptonique -1, mais comme c'est sa propre antiparticule, eh bien, il y a une violation du nombre leptonique. Il faut donc regarder, pour mettre en évidence la nature de Majorana des neutrinos, des processus qui violent le nombre leptonique de 2 unités, et en pratique, celui le plus prometteur, c'est la double désintégration bêta sans émission de neutrinos, dont je vais maintenant parler. Tout d'abord, pour dire que la double désintégration bêta, c'est un processus extrêmement rare. Elle n'est possible que pour des noyaux dans lesquels la désintégration bêta simple n'est pas autorisée et interdite cinématiquement. C'est la survenue de 2 désintégrations bêta simultanées dans le même noyau. La double désintégration avec émission de neutrinos, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, vous allez émettre 2 électrons et 2 antineutrinos. Et si les neutrinos sont Majorana, il se passe quelque chose de particulier qui est que vous pouvez n'avoir que 2 électrons dans l'état final, pas d'antineutrinos. Une manière pas très correcte, mais assez intuitive de dire les choses, c'est que puisque le neutrino est sa propre antiparticule, il peut s'annihiler avec lui-même dans le processus. Ça, c'est la double désintégration sans émission de neutrinos. La double désintégration bêta avec émission de neutrinos, on l'a déjà observée. Elle est caractérisée par des demi-vies de l'ordre de 10 puissance 22 années, donc c'est très difficile à mesurer, mais ça a été fait, alors qu'elle est supérieure à 10 puissance 26 années pour le processus, même processus sans émission de neutrinos. Donc ça, c'est le spectre des énergies des 2 électrons dans la double désintégration bêta, spectre continu pour la double désintégration bêta avec émission de neutrinos, et spectre discret pour la double bêta sans émission de neutrinos. La demi-vie, où là c'est plutôt le taux de désintégration, est contrôlée par des éléments de matrice nucléaire. Il y a un facteur d'espace de phase, mais des éléments de matrice nucléaire que l'on peut calculer mais avec de grandes erreurs théoriques, de grandes incertitudes, et une contribution, il proportionnelle à une masse effective au carré qui est en fait une masse pondérée des 3 états propres de masse des neutrinos par leurs angles de mélange, et il y a aussi des phases qui jouent un rôle. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus rare que la double désintégration bêta avec interaction de neutrinos, avec émission de neutrinos, pardon, à cause de ce facteur. Et je vais vous montrer donc le diagramme suivant qui montre, alors il s'agit de cette masse effective là, m bêta bêta, auquel le taux de désintégration double bêta sans émission de neutrinos est proportionnel au carré. Donc c'est cette masse effective en fonction de la masse du neutrino le plus léger en électronvolts. Et la région en vert, c'est la région qui est autorisée par les paramètres d'oscillation qu'on mesure pour la hiérarchie inverse. En rouge, c'est la région qui est autorisée pour la hiérarchie normale. Donc vous voyez que pour la hiérarchie normale, en fonction de la masse du neutrino le plus léger, il faut aller à des masses effectives beaucoup plus petites. Et ici, vous avez, j'ai représenté aussi en rouge ici la borne cosmologique, rouge pour la hiérarchie normale, vert pour la hiérarchie inverse. Donc, si on prend sérieusement les contraintes données par Planck, on est à gauche de ces 2 lignes verticales. Et là, en noir, on a la limite expérimentale actuelle qui est de l'ordre de 100 milliélectronvolts avec une incertitude d'un facteur 2,4 dû aux éléments de matrice nucléaire et qui vient de l'expérience Scanland-Zen. Et je vais vous montrer, donc on est encore loin d'avoir testé ces régions, on a juste testé la région qui est déjà exclue par la cosmologie. Et je vais vous montrer donc que c'est dû à emprunter Andrea Giuliani, c'est transparent. Vous montrer donc ce que les essences actuelles vont dans le meilleur des cas pouvoir faire. Elles vont pouvoir commencer à tester la hiérarchie inverse en atteignant une limite autour de 40 milliélectronvolts, toujours avec ces énormes incertitudes, sur la masse effective double bêta. Enfin, pour les expériences du futur, Legend, Cupid,
NXO, on pourrait atteindre 10 milliélectronvolts, c'est du moins le but qui est visé, et qui permettrait de tester complètement la hiérarchie inverse. Je vais terminer en disant quelques mots sur l'origine des masses des neutrinos, qui est une problématique plus théorique. Et une possibilité séduisante, c'est que les neutrinos standards, ce qu'on observe, se couplent à des neutrinos Majorana très lourds. Et à travers ce couplage, ils acquièrent une masse de Majorana beaucoup plus petite, qui est donnée en gros par ce rapport m carré, c'est une masse de fermions typique, disons, de l'ordre de l'échelle électrofaible, divisée par la masse de ces neutrinos de Majorana lourds. Donc plus ils sont lourds, plus on explique facilement la petitesse des masses des neutrinos standards. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce que si vous introduisez ces neutrinos lourds, vous avez déjà en fait tous les ingrédients pour expliquer, pour engendrer l'asymétrie entre matière et antimatière qu'on observe dans l'univers à travers les désintégrations de ces neutrinos lourds. Comme ce sont des neutrinos de Majorana, ils peuvent se désintégrer aussi bien en particules, électrons par exemple, qu'en antiparticules, positrons. Donc je vais dire quelques mots à ce sujet. D'abord sur l'asymétrie elle-même. Donc cette asymétrie, c'est quelque chose qu'on observe. C'est simplement lié au fait que toutes les structures que l'on observe dans l'univers sont faites de matière avec très peu de présence d'antimatière. Et que si on suppose qu'on part dans Big Bang ou mettons après l'inflation avec des quantités égales de matière et d'antimatière, comme les annihilations matière-antimatière sont très efficaces, on s'attendrait à ce qu'il ne subsiste que d'infimes quantités de matière, moins d'un milliardième de ce que nous observons. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme pour créer un excès de matière dans l'univers par rapport à l'antimatière. Et ça, c'est ce qu'on appelle la baryogénèse. Et ce mécanisme ne fonctionne pas dans le modèle standard de la physique des particules. En revanche, si on introduit les neutrinos de Majorana lourds dont je vous ai parlé, on a tous les ingrédients pour engendrer cette asymétrie par un mécanisme qu'on appelle leptogénèse. C'est-à-dire qu'on produit d'abord des leptons, une asymétrie entre leptons et antileptons qui va être convertie par des processus standards en asymétrie baryon-antibaryon. Puisque les neutrinos sont de Majorana, ils peuvent se désintégrer à la fois en leptons et en antileptons. Et si leur couplage viole la symétrie CP, on obtient un taux différent de désintégration entre leptons et antileptons. Donc, quand ils se désintègrent, ils vont par exemple produire plus de leptons que d'antileptons. Ce mécanisme est en réalité très difficile à tester, parce qu'il fait appel la plupart du temps à des neutrinos très lourds. Mais en fait, il y a deux ingrédients nécessaires qui sont des neutrinos de Majorana et la violation de la symétrie de CP. Donc, à défaut de pouvoir le tester directement, on peut conforter cette hypothèse en recherchant la violation du nombre leptonique par l'observation de la double interaction bêta sans émission de neutrinos et la violation de CP dans les oscillations de neutrinos. Ce n'est pas tout à fait équivalent, mais ce serait, en tout cas, ça viendrait conforter cette hypothèse. Je vais passer rapidement sur des transparents plus détaillés que j'avais sur la leptogénèse, qui est un sujet que j'aime bien, pour arriver donc à mes conclusions. Donc, comme je l'ai expliqué dans cet exposé, on a connu 25 années formidables dans la physique des neutrinos avec des résultats expérimentaux très importants qui nous ont appris beaucoup de choses sur les neutrinos, qui ont prouvé qu'ils avaient une masse et qu'il fallait donc une physique au-delà du modèle standard pour expliquer leur masse et pourquoi elle est si petite. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les neutrinos. Nous ne connaissons pas l'origine de leur masse. Nous ne savons pas si les neutrinos oscillent comme les antineutrinos, s'ils sont des fermions de Majorana ou de Dirac. Et il y a un vaste programme expérimental qui va essayer de répondre à ces questions. Certaines seront plus faciles, comme la violation de CP, et d'autres plus difficiles probablement, comme la nature de Majorana ou Dirac des neutrinos. Et peut-être que ces résultats expérimentaux pourront conforter l'hypothèse que des neutrinos de Majorana lourd pourraient être à l'origine de la symétrie matière-antimatière de l'univers. Ça, c'est un peu plus spéculatif.
Enfin, c'est un sujet dont je n'ai pas parlé parce que c'est un sujet à part, mais les neutrinos sont des messagers du cosmos qui peuvent nous donner des informations précieuses sur les sources des rayons cosmiques ou bien les phénomènes comme les explosions de supernovae qui produisent de grandes quantités de neutrinos. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pour Zoom, les questions, vous levez la main ou alors vous l'écrivez et Louis la lira pour que Stéphane y réponde. Vous n'avez pas parlé de l'expérience NOVA aux États-Unis. Est-ce qu'elle n'a pas de résultats ou si elle a des résultats, est-ce qu'ils se comparent pour la phase delta à ceux de Tétouquet? Alors, elle a des résultats. Il y a une certaine tension entre ces résultats et ceux de Tétouquet, notamment pour la phase delta. Et les deux expériences essayent en fait de faire une analyse combinée de leurs résultats qui n'ont pas encore produite et qui est difficile à faire parce que je ne suis pas expérimentateur, je suis théoricien, mais mes collègues expérimentateurs m'expliquent, parce que ça fait longtemps qu'on en parle et elle n'est toujours pas faite, que en fait c'est très difficile de combiner des résultats de expériences différentes si on n'y a pas pensé avant en termes de systématique, etc. Donc il y a des choses qui sont difficiles à combiner et c'est vraiment quelque chose qui doit être pensé avant le démarrage des expériences. Moi, j'ai une question. Ah, vas-y. Oui. J'entends très mal ce qui est dit dans l'auditorium. Oui, donc bonjour Pascal Debu, merci pour cet exposé extrêmement clair. Est-ce que tu pourrais rappeler, s'il te plaît, comment les mesures cosmologiques permettent de distinguer la hiérarchie de masse? Oui, alors je ne suis pas un expert de la cosmologie, donc j'ai donné un argument. Alors il y a le CMB et les grandes structures. Pour les grandes structures, l'argument, disons, qualitatif est que si les neutrinos ont des masses de l'ordre de l'électron-volt, disons, ils se comportent comme de la matière noire chaude. Et ils ont donc normalement la matière noire doit aider à créer des puits de potentiel gravitationnel dans lesquels les baryons vont s'accumuler pour former les structures. Et comme les neutrinos ont une longueur de free streaming, je ne sais plus comment le dire en français, en fait, ils vont avoir tendance à effacer les petites structures et empêcher la formation des petites structures. On observerait si les neutrinos avaient des masses plus grandes que les bandes qui sont données, on observerait moins de petites structures dans l'univers que celles qu'on observe. Pour le CMB, c'est plutôt à travers la contribution des neutrinos à la densité d'énergie, en fait, au moment de la recombinaison, au moment où de la surface de dernière diffusion. Je ne suis pas un expert, mais en gros, c'est à travers la contribution à la densité d'énergie des neutrinos. C'est ça qui permet les contraintes. Il ne faut pas qu'elles soient trop importantes pour être en accord avec les anisotropies du CMB qu'on observe. Ma question, excuse-moi, ma question portait non pas sur la masse, mais sur la hiérarchie des masses. Est-ce que tu es en ordre inverse ou en ordre normal? Ah oui, la hiérarchie des masses, oui, de la cosmologie. Ben, c'est-à-dire que si on arrive, par exemple, dans la hiérarchie inverse, on a les deux neutrinos les plus lourds ont une masse proche, disons, une masse minimum qui est de l'ordre de 0,05 électronvolts, qui est donnée justement par le delta m carré atmosphérique. Donc, on arrive quasiment à 0,1 électronvolt. Pour la hiérarchie normale, ça peut être un peu plus bas. Donc, si par exemple la cosmologie exclut 0,1 électronvolt, 0,9 électronvolts, en principe, ils peuvent exclure la hiérarchie inverse. D'autre part, la cosmologie peut même en principe nous donner un jour une mesure de la somme des masses des neutrinos. Apparemment, les expériences à venir vont vraiment donner des contraintes beaucoup plus fortes. Donc, ils pourraient même mesurer cette somme des masses. Si on mesure la somme des masses, comme on connaît déjà les différences de carré des masses, on peut dire dans quel type de spectre on est. On peut en principe
accéder aux masses. Alors bon, il y a le problème de la masse la plus légère qui, si elle est très faible, évidemment, ça dépend de l'erreur qu'on aura sur la somme des masses. Donc, on ne pourra pas vraiment parler de celle-là, mais on pourra en tout cas trancher entre la hiérarchie normale et inverse. Merci. Est-ce que tu peux parler, Pascal? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc j'avais une question en rapport avec la leptogénèse. Je voulais savoir en quoi la violation de CP qu'on pourrait observer à basse énergie, à court terme, disons, donne une véritable indication sur les modèles de leptogénèse qui ont lieu normalement plutôt à très haute énergie. Alors, en toute généralité, la réponse, c'est si on ne fait pas d'hypothèse vraiment sur le modèle, la réponse est qu'il n'y a pas de connexion directe. C'est-à-dire que si je rajoute, alors c'est là que ça devient dépendant du modèle, mais si je rajoute 3 neutrinos de Majorana lourds, comme j'ai 3 familles de fermions dans le modèle standard, j'en rajoute 3, j'ai au total 6 phases dans mon modèle. Et les phases que j'observe à basse énergie, donc il y a la phase qu'on mesure dans les oscillations, il y a 2 phases, 6 neutrinos sur Majorana qui interviennent dans la double désintégration bêta. Ces phases-là sont en fait des combinaisons, ces 3 phases sont des combinaisons des 6 phases qui sont présentes à haute énergie. Et c'est une combinaison de ces 6 phases à haute énergie qui va intervenir dans la leptogénèse, qui va déterminer la valeur de la symétrie matière-antimatière. Donc le lien n'est pas vraiment direct. Après, il y a des gens qui regardent des régions plus particulières de l'espace des paramètres. Si on n'a que 2 neutrinos, par exemple, on a moins de phases à haute énergie et on peut trouver, dans certaines régions de l'espace des paramètres, on peut trouver certaines corrélations ou dire que dans tel cas, c'est impossible d'expliquer la symétrie baryonique qu'on observe, dans d'autres cas, c'est possible. Mais en toute généralité, donc, il n'y a pas de lien direct. En revanche, la manière dont je vois les choses, c'est que si on observe l'évaluation de CP dans les oscillations de neutrinos, il y a forcément des phases dans le modèle à haute énergie. C'est-à-dire, dans le modèle à haute énergie, c'est-à-dire le modèle avec mes 3 neutrinos Majorana qui se couplent au lepton et au X du modèle standard. Si je ne mets pas de phase dans ce modèle, si je ne mets pas de phase dans les couplages des neutrinos Majorana lourds, je n'aurai jamais de phase à basse énergie que je peux mesurer dans les oscillations de neutrinos. Donc, si j'observe l'évaluation de CP dans les oscillations de neutrinos, c'est que j'ai forcément des phases violent CP dans les couplages de mes neutrinos droits. Et donc, j'ai a priori, je montre juste que j'ai un des ingrédients nécessaires pour l'leptogénèse. De la même manière que si j'observe la double désintégration bêta sans émission de neutrinos, je montre que j'ai un autre élément nécessaire à l'leptogénèse. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle de conforter l'hypothèse de la leptogénèse plutôt que de la tester directement. Merci beaucoup. Pour aller un peu au-delà et être un peu plus complet, j'ai parlé d'un mécanisme de leptogénèse. Il y en a d'autres qui fait intervenir non pas les désintégrations de neutrinos Majorana lourds, mais leurs oscillations. Et c'est un modèle qui est dû à Akhmedov, Roubakov et Smirnov, qui a été rendu populaire par Shaposhnikov, qui a mis ça dans son modèle qu'il appelle le NU MSM. Dans ce scénario, en fait, mes neutrinos Majorana lourds peuvent avoir des masses dans le domaine du GeV ou jusqu'au TeV, disons, à peu près. Et donc, si c'est le cas, je peux espérer éventuellement les produire au collisionneur ou bien dans des expériences de type BIMDUM comme SHIP et les mettre en évidence dans des intégrations de maison. Donc, même quand on parle d'hétérogénèse, il y a plusieurs scénarios possibles, dont certains pourraient être testables. Merci pour cette réponse complète. Tu n'as pas parlé du moment magnétique du neutrino. Est-ce qu'il y a encore un intérêt avec tout ce qu'on a appris à essayer de poursuivre ces expériences de mesure du moment magnétique? Alors, le problème, c'est que d'un point de vue théorique, alors le moment magnétique, si j'ai des neutrinos Dirac et très petits, c'est 10 puissance moins 19 magnétons de Bohr, la prédiction pour des neutrinos Dirac.
si j'ai des neutrinos Majorana, c'est assez difficile aussi. Il faut vraiment construire des modèles ad hoc pour arriver à 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 13 magnétons de bord. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire ce qu'on peut faire expérimentalement est assez loin de ce qu'on peut faire théoriquement. Expérimentalement, il y a eu un gros effort il y a une vingtaine d'années, et puis ça a été complètement laissé de côté. Mais est-ce qu'il y aurait encore, c'est la question, est-ce qu'il y a encore un intérêt, quoi? Disons que alors d'après ce que je comprends, c'est très dur expérimentalement, mais il va sans dire que si on mesurait un moment magnétique, mettons par exemple 10 puissance moins 15 magnétons de bord, c'est peut-être extrêmement difficile, voire impossible, mais ça voudrait dire qu'on n'a pas de neutrino Dirac. Oui. Et d'autre part, pour un neutrino Majorana, on n'a pas vraiment les moments magnétiques diagonaux, c'est des moments magnétiques de transition. Donc, c'est encore différent. Donc, il y a de vraies différences dans les moments magnétiques entre Dirac et Majorana. Simplement, la difficulté, c'est d'atteindre le niveau qu'il faudra atteindre pour être capable de dire quelque chose expérimentalement. Est-ce qu'on a une autre question sur Zoom? Oui. Vous m'entendez? Oui, Thierry, oui, tu peux parler. Stéphane, oui. Merci pour cet exposé. Inversement, est-ce qu'on pourrait imaginer de chercher des signes de la leptogénèse dans les données cosmologiques? Ou c'est désespéré? Dans les données cosmologiques, ouais. ça me semble pas évident. Alors, dans le scénario dont j'ai parlé, qui est le scénario standard, ces neutrinos Majorana ont des masses au minimum 10 puissance 9 GeV ou dans d'autres scénarios dégénérés au moins du TeV. Donc, ça se passe dans les toutes premières fractions de seconde de l'univers, avant la transition de phase électrofaible. Je ne suis pas un expert de la cosmologie, mais j'imagine mal que ça puisse laisser des traces. Alors, on aura peut-être une chose, alors je ne sais absolument pas du tout si c'est mesurable, mais si le mécanisme de baryogénèse et la leptogénèse, l'asymétrie baryonique que l'on observe s'accompagne d'une asymétrie leptonique. Alors, est-ce qu'il y a des observables cosmologiques qui sont sensibles aux asymétries leptoniques? Voilà une bonne question. Mais disons, ça pourrait, si on est capable de dire par des observations cosmologiques quelque chose sur l'asymétrie leptonique, et si on trouve une asymétrie leptonique importante, voire du même ordre de grandeur que l'asymétrie baryonique, ça serait un argument très en faveur d'un mécanisme de type leptogénèse. Oui, merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Moi, j'ai une question peut-être. Tu parlais de la perte de cohérence dans l'oscillation et tu disais que ça avait lieu pour de grandes distances, typiquement pour les neutrinos cosmologiques. Est-ce que pour des neutrinos de supernova à basse énergie, quelle est l'échelle où on observerait cette perte de cohérence? En pratique, les neutrinos de supernovae, par exemple, pour la supernovae 1987A, donc la décohérence là est vraiment réalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de superposition cohérente. Les paquets d'ondes sont complètement séparés et c'est vraiment les états de masse des combinaisons incohérentes, disons, qui arrivent sur Terre. Ça se traduit par voir arriver nu1, puis nu2, puis nu3, ou nu1, puis nu2, puis nu3? Oui, alors évidemment, ils ont pas, ayant des masses différentes, ils n'ont pas la même énergie, donc ils vont pas arriver effectivement au même moment. Ce qu'on peut dire avec ce qu'on a observé de la supernovae 1987A sur les masses de neutrinos est très faible par rapport à ce que peuvent dire les expériences d'oscillation. Oui, mais ils avaient 30 événements, non? Oui, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Oui, parce que les détecteurs avaient la taille des détecteurs de l'époque. Avec les détecteurs qu'on a maintenant, si on a une explosion supernovae relativement pas trop parce qu'on n'a pas trop envie de partir avec, mais oui, on mesurera beaucoup plus d'événements.
et on pourra certainement apprendre des choses sur les neutrinos et sans doute aussi, je ne suis pas un expert sur les supernovae elles-mêmes. Ok. Louis, question? Oui, je crois que c'est une question que je t'ai déjà posée, mais sur le mécanisme de Higgs, où est-ce qu'il rentre dans ce système où il y a des neutrinos de basse masse, de haute masse? Est-ce que c'est le mécanisme de Higgs sur lequel les gens comme moi ont travaillé, ou est-ce que c'est une autre version Alors, il joue quand même un rôle. Si je reviens à ce transparent, donc là, c'est très simplifié. La vraie formule, elle est là. Ça, c'est la matrice de masse des neutrinos qu'il faut théoriser pour obtenir les masses et les angles de mélange. Ici, tu as au numérateur donc ça, les couplages, c'est les couplages des neutrinos lourds au doublé de lepton et de Higgs du modèle standard. Et les MI sont les masses de ces neutrinos lourds. Et ici, tu vois que tu as une VEV électrofaible au carré. Donc oui, le mécanisme X joue un rôle. Tu vois que ce couplage ici, c'est un couplage de Yukawa, en fait, entre des leptons gauche, des neutrinos droits et le Higgs. Donc si on n'avait que ça, si on n'avait pas la masse de Majorana des neutrinos lourds, on aurait juste le mécanisme de Higgs standard pour un couplage de Yukawa standard, disons, pour les fermions, et on aurait en fait des neutrinos de Dirac. Mais on a en plus, en fait, on a deux termes de masse. En plus de ce terme-là, dont on voit la trace ici, en plus de ce terme-là qui est un couplage de Yukawa standard, on a un deuxième terme qui est le terme de masse de Majorana des neutrinos lourds. Et c'est ça qui change tout, parce que ça va faire que les neutrinos légers aussi vont être en pratique des neutrinos Majorana. Mais ce grand ami là, qui est la masse des neutrinos lourds, il n'a rien à voir avec le mécanisme de Higgs standard. Non, non, pas du tout, parce que ces neutrinos Majorana lourds, c'est, si tu veux, c'est des neutrinos droits. Donc, ce sont des cinglés de jauge. Ils n'ont aucune interaction, ils n'ont pas d'interaction faible. Donc, je peux écrire dans le Lagrangien un terme de masse. Il est autorisé par toutes les symétries du modèle standard. Et c'est pour ça que je peux prendre la masse très, très, très lourde et qu'elle n'est pas bornée par la VEV du champ de Higgs. Alors que pour les neutrinos gauche du modèle standard, je peux effectivement écrire un terme de masse de Dirac, mais je vais toujours avoir, je vais donner, quand mon champ de Higgs va prendre sa VEV, je vais avoir un couplage de Yukawa qui, à moins d'être non perturbatif, va être au maximum, disons, 1 ou 4Q, quelque chose comme ça. Et ça va me donner une borne supérieure sur cette masse de Dirac, qui ne pourra pas excéder de beaucoup l'échelle électrofaible.